Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous proposer un entretien exclusif avec Stéphane Lermite, grand reporter à l'équipe. Avec lui, j'aborde son rapport à la voile, l'aventure humaine, mais également Virtual Regatta, son évolution, la Transat Jacques Vabre actuelle et celle à venir avec la possible participation d'un novice issu de Virtual Regatta. Merci d'avance à tous ceux qui likeront, commenteront et partageront cette vidéo. Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez, j'en ai fini de mon introduction. Je vous laisse maintenant découvrir cette interview. Donc, Stéphane Lermite, bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter pour le journal L'Équipe. On a parlé de vous en 2020 puisque vous avez reporté le prix Philippe Chaffanjon sur le monde hippique et vous êtes également très connu dans le domaine de la voile. Comment est-ce que vous êtes arrivé à vous intéresser à la voile? Moi, à la base, je suis spécialiste d'athlétisme, mais je m'intéresse un peu à tout, quoi. Je suis pas, je me limite pas à un seul sport. Et un peu par hasard, je me suis trouvé au départ du deuxième Vendée Globe, et ça m'a tout de suite fasciné. Je suis campagnard, j'habite à 40 km de Granville, mais je suis quand même campagnard. C'est le département de la Manche, qui est un département qui est très rural, qui regarde pas la mer. Et ce jour-là, quelque part, c'est un peu comme si j'avais découvert la mer, et un peu comme tous les gens qui regardent ces bateaux partir, ça m'a juste fasciné et j'ai eu envie de voir au-delà de l'horizon et puis finalement nous on a la chance de rencontrer les gens, donc j'ai eu aussi envie de voir qui étaient ces gens qui partaient. Une rencontre du milieu de la voile qui s'est fait un peu par hasard et depuis c'est une histoire qui s'est poursuivie. Vous êtes intéressé progressivement au monde de la voile, vous aviez déjà des connaissances sur ce milieu? Alors moi j'avais aucune connaissance, j'avais fait une fois de planche à voile à Granville et ça a été désastreux. Pour tout vous dire, je ne comprends pas comment marche le vent. Et c'est un grand truc avec Michel Desjoyaux, par exemple. Régulièrement, je lui demande mais explique-moi comment ça marche, le vent apparent, le vent réel et l'addition des vents qui font avancer un bateau plus vite que le vent en fait. Parce que les bateaux avancent 2 fois la force du vent ou 3 fois parfois. Et donc non, quelque part j'y connais pas grand-chose. J'aime bien quand je connais pas un domaine parce que vous avez devant vous un espace énorme, vous allez découvrir des tas de choses. Mais franchement, moi dans tous les sports que je couvre, généralement c'est autant les hommes, ce qui est à l'intérieur des hommes qui m'intéresse que le sport lui-même. C'est presque un prétexte pour faire connaissance avec des êtres humains rares et exceptionnels. Le sport, c'est un lieu de rencontre, un lieu de belles histoires. Des belles histoires, on en a plusieurs sur cette édition 2021 de la Transat Jacques Vabre. Quel regard vous portez sur les participants et sur ce début de course au bout d'une semaine? Un truc à noter, notamment grâce à Virtual Regatta, on s'est rendu compte d'un truc, c'est qu'il y a plus de followers sur les bateaux du Vendée Globe, les IMOCA, que sur les ultimes. Ça, c'est la première fois qu'on voit ça. D'habitude, c'est toujours les bateaux du Vendée qui sont cachés derrière les grands bateaux. Et je crois que c'est la validation d'un Vendée Globe absolument exceptionnel. Ou alors on ne sait pas très bien qui a gagné, finalement, entre Alain et Bestaven, même si officiellement, bien sûr, c'est Bestaven. Et j'en parlais l'autre jour avec Weberton, on a l'impression finalement que les 30 personnes qui ont pris le départ du Vendée Globe, et bien finalement ils ont tous gagné parce qu'ils nous ont raconté des histoires qui étaient absolument géniales. Les gens se sont reconnus en l'un ou en l'autre, et au bout d'un moment finalement est-ce que la victoire a autant d'importance? Je suis pas sûr. Et cette Jacques Vabre a l'air de mettre en valeur cette montée en puissance des marins du Vendée Globe. Oui, c'est ce qu'on voit, c'est l'important. Alors ça fait un peu formule. L'important c'est de participer, mais vraiment c'est vraiment l'important, c'est le partage. Le sauvetage de Kevin Escoffier, la bataille qui a fait rage jusqu'aux dernières heures, et après le vainqueur et Yannick Bestaven. Je m'en excuse auprès de lui, mais à la fin quelque part, peu importe le vainqueur, ils étaient tous gagnants, comme vous l'avez dit. Oui, c'est ça, c'est absolument ça. Et en plus, on n'est pas dans la participation. Oui, quand vous prenez par exemple le marathon de Paris, évidemment, certaines personnes vont dire que un tel ou un tel, M. Durand, Mme Dupont, il a mis 6 heures, c'est extraordinaire et tout. Non, parce que le Vendée Globe, c'est autre chose. C'est pas seulement participer, c'est un engagement qui est absolument incroyable. On a vu des histoires derrière avec, je sais pas, Piper, par exemple, qui était très très loin en classement, mais on s'en fichait. Et on sentait que du premier au dernier, là, c'était des histoires qui étaient extrêmement profondes et des histoires où on ne peut pas vraiment s'identifier à eux parce qu'il faut quelque chose que nous, on ne peut pas faire. Et je pense que c'est ça qui a vachement marché. Ça éveille une part de rêve, une part d'aventure. Ça me fait penser à un article que j'ai vu sur l'équipe. C'était justement le dernier rêve, le dernier défi avec le Vendée Globe. C'est la dernière grande aventure qu'il existe sur la planète quasiment. Ben oui, c'est ça, parce que c'est le dernier endroit où nous, on ne peut pas aller. Nous, on les voit partir et nous, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire. Quelque part, maintenant, on peut presque monter à l'Everest pour se emporter, ce qui est
Et à partir du moment où votre corps va tenir le coup, vous allez monter au sommet de l'Everest, vous, moi ou votre voisin ou votre voisine, c'est pas si compliqué, vous voyez 30 000 $ et vous montez au sommet de l'Everest. Wow, le Vendée Globe, non. Vendée Globe, mettez votre cul sur le bateau, vous avez froid, pour savoir où aller. Enfin, ça reste effectivement un des derniers grands défis. Hein. C'est un truc assez incroyable. La planète n'est pas totalement découverte. Mais justement, on parlait du côté un peu inatteignable. Sur Virtual Regatta, cette année, vous en avez forcément entendu parler. Il y a quelqu'un qui participe virtuellement à l'édition de 2021 de la Transat Jacques Vabre, qui pourra participer réellement, concrètement. Alors, il y a un processus de sélection, il faudra performer. Je pense évidemment que la condition physique sera un critère, mais ça est quelque chose d'assez fou, d'assez dingue. Qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que vous avez rempli le petit formulaire, éventuellement, pour tenter votre chance? Je suis pas sûr que la transposition soit possible. Hein. C'est comme piloter une Formule 1, je suis pas sûr que c'est pareil, ou je sais pas que c'était un avion, hein, même si c'est pas du sport. Je suis pas sûr pas convaincu que la transposition soit possible. Cela dit, un jour, j'avais parlé avec Michel Desjoyaux, encore une fois. J'avais dit, Michel, si j'évite de faire le Vendée Globe comme ça, moi qui ne sais pas naviguer, en combien de temps est-ce que je peux le faire? Et en combien de temps je peux le faire? Alors Michel Desjoyaux, évidemment, lui, il pousse toujours tout le monde, il croit toujours au possible, Michel Desjoyaux. Il m'avait dit, en 2 ans, tu peux faire le Vendée Globe. J'en suis pas bien sûr, et je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est lui qui va gagner, qui va passer du mode virtuel au mode réel. Je pense quand même qu'il faudra qu'il ait une base, qu'il ait fait des bilans quand il était jeune, qu'il ait été optimiste. Ça me semble nécessaire. Évidemment, on a des gens, parce qu'on se réfère toujours à des gens comme Clarisse Kremer qui, soi-disant, n'avaient pas fait de voile avant, ou d'autres concurrents. Mais en général, quand même, il y a un petit passé. Hein. Je pense pas qu'on puisse partir de 0 pour faire le Vendée Globe. En tout cas, et si tel était le cas, il y aurait pas mal de boulot à faire, justement, dans les 2 prochaines années, pour réussir à être... au moins ne pas être un poids mort sur le bateau et éviter de pénaliser le co-skipper avec lequel le gagnant se trouvera. Oui, c'est ça, parce qu'après, c'est une alchimie, hein. C'est une course où 1+1 doit faire 3, alors si 1+1 ça fait 1 - 1, fait 0, ce sera un problème. Hein. On a vu sur certaines courses en double des gens limite se battre, on a vu certains prendre des manivelles et taper toute leur force sur le pont, on a vu des gens abandonner dans les courses en double parce que c'était impossible de s'entendre avec l'équipier. Hein. On est quand même dans des conditions assez extrêmes. Et ça demandera une espèce d'alchimie difficilement trouvable, quoi. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, c'est un beau défi quand même, hein. C'est intéressant. Et ça pourra faire une belle histoire à raconter pour le journal, puisque quelqu'un qui débute et pour aller jusqu'à cette grande course, ce sera quelque chose que vous observerez avec attention durant les 2 années, ou vous attendrez le départ pour revenir sur le parcours qu'il a pu avoir? Non, ça peut être très intéressant au départ, parce que la voile souffre d'un petit problème, c'est la vulgarisation. Les gens s'imaginent que naviguer c'est extrêmement difficile et que ça leur est interdit. Là, on peut avoir le cas justement de quelqu'un qui part de 0 et voir si c'est possible de partir de 0 et d'arriver à un niveau correct assez vite. Ce sera une sorte de laboratoire. Ça peut être intéressant à suivre. Et justement, en parlant de vulgarisation de la voile, Virtual Regatta y contribue. Vous êtes joueur sur Virtual Regatta depuis 2012 ? Depuis longtemps, oui. Comment vous êtes venu à Virtual Regatta? Vous avez marqué une petite pause, à ce que j'ai vu, entre 2017 et puis une reprise au dernier confinement. Qu'est-ce qui vous avait fait arrêter? Qu'est-ce qui vous a fait reprendre surtout? Ça me permettait d'aborder un peu la voile, de comprendre notamment la permanence de l'effort. Alors nous, c'est pas l'effort physique, mais cette espèce de constance, il faut être toujours en train de surveiller son bateau. Il y a des fois, faut se relever la nuit parce que va y avoir un empannage au virement de bord et que si on ne veut pas tout perdre, on est obligé de suivre. Je trouvais le jeu très très ludique, très rigolo et permettait presque de s'identifier. Il y avait un côté presque jeu de rôle. À partir du moment où on acceptait de rentrer dedans, on se sentait presque marin et 3 mois sur un Vendée Globe, on sentait cette espèce de longueur. Par moment on avait marre, par moment on était énervé parce qu'on n'avançait pas, par moment on était en extase parce qu'on doublait tout le monde, on avait trouvé la bonne laine devant. Donc j'ai eu cette période un peu initiale où je kiffais totalement. Alors après il y a eu ces histoires d'options où il fallait payer et où il y avait une grosse différence entre payant ou non payant. Alors je comprends tout à fait les promoteurs du jeu que je connais bien, ils ont un business à faire tourner. Mais j'ai trouvé qu'il y avait à un moment une aparté un peu vers une spécialisation au outrance de certains. Et puis il y a aussi que certains ont développé des logiciels personnels pour pouvoir être plus vite que les autres. Et sur le dernier Vendée Globe, c'était pas mal, mais on sentait bien que tout le monde se suivait, que tout le monde faisait les mêmes routes.
Il y a des sites maintenant qui aident tout le monde pour trouver les bons routages, et je trouve ça un peu moins, c'est professionnalisé en fait, et c'est un peu moins ludique qu'avant, mais ça reste un jeu super rigolo. Mais maintenant, je ne le fais plus pour gagner. Des fois même, je veux faire le tour de certaines villes parce que ça m'amuse. Je le fais un peu par habitude, mais je le fais avec moins de constance en fait. Vous le faites par plaisir. Est-ce que ça vous a amené à comprendre un peu mieux justement la météo, les phénomènes? Vous expliquiez que vous discutiez avec Michel Desjoyaux sur le fonctionnement, pourquoi le bateau avançait à telle ou telle vitesse. Est-ce que vous, gérez votre bateau, ça vous a permis de mieux comprendre certaines choses, ou alors on parle de deux choses complètement différentes selon vous? Oui, je pense qu'on comprend un petit peu. Alors, le truc de base, par exemple, si quelqu'un n'y connaît absolument rien, il va s'imaginer que le bateau, plus le vent est dans le dos, plus il avance. Enfin, c'est le truc primaire quand tout le monde pense. Ah ouais, mais non, il faut que le vent latéral, évidemment, le reaching, c'est mieux. Donc il y a des choses comme ça de base qu'on apprend. On apprend effectivement à investir en disant non, aujourd'hui j'ai moins vite pour aller plus vite après-demain. Ça, c'est intéressant. Il y a plein de... Ouais, on rentre un peu dans le logiciel. Bon, après, on est quand même dans de l'avant-connaissance. Mais mais je trouve que c'est une belle amorce. Et ça permet de comprendre... je pense que plein de gens... J'écoutais l'autre jour sur les quais, les gens parlaient des skippers des bateaux. C'est incroyable, hein. Les gens, ils connaissent vachement de choses, hein. Tout ça, vraiment, ça aide beaucoup à vulgariser. C'est un très, très bel outil. Et justement, en parlant de vulgarisation, on va revenir à la vraie course. Cette année, 3 parcours différents sur la Transat Jacques Vabre. Une nouveauté, qu'est-ce que vous avez pensé de cette nouveauté, justement, d'avoir 3 parcours pour avoir un grand festival d'arrivée en peu de temps? Moi, j'ai toujours considéré qu'une course, c'était un vainqueur. Et ça m'a toujours dérangé de voir, par exemple, dans les pubs, certains revendiquer vainqueur de la Transat Jacques Vabre. Et t'es vainqueur de quoi? T'es vainqueur de la catégorie numéro 4 ou de la catégorie numéro 6. Donc tu n'es pas le vrai vainqueur. Donc ça m'a toujours un peu embêté de vouloir comparer des choses qui n'étaient pas comparables. Celui qui est premier, il est premier, voilà, peu importe son bateau. Et pour moi, la deuxième chose, c'est qu'une course, pour moi, c'est un parcours. C'est un tour du monde, c'est un parcours, ça a du sens, c'est une route du café, c'est une route du rhum, c'est une route du thé, voilà. Alors, à contrario de ce que je suis en train de dire, on a maintenant plusieurs classes qui vraiment ont de la gueule, quoi. Les IMOCA, ça a de la gueule, les Ultimes, ça a de la gueule, les 440, ça commence aussi, et même les Océans Pacifiques, ça commence à avoir une belle gueule. Et on peut finalement maintenant s'intéresser à plusieurs sortes de courses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne vise plus des points fictifs. Moi, je trouve ça complètement stupide de virer des points fictifs. Au contraire, on est sur un globe, on est sur un territoire, on est sur une terre et une mer. Et de virer des îles, moi, ça me plaît bien. Et par contre, j'aimerais quand même que les multis arrivent devant et que ce soit pas le bordel comme la fameuse année où Hélène MacArthur en monocoque est arrivée avant Michel Desjoyaux en multicoque. Oui, effectivement, ça ferait un petit peu désordre. Vous, au regard de ce que vous dites, la catégorie qui vous fascine le plus, qui vous intéresse le plus, c'est laquelle? C'est les Ultimes qui vont plus vite? C'est l'IMOCA qui a gagné une grande réputation, une grande popularité avec le Vendée Globe? C'est laquelle qui vous fascine le plus? Il y a Ronan Lucas, qui est le team manager du groupe populaire, l'autre jour me disait la chose suivante. Ouais, j'en partirais bien pour un tour du monde en ultime, et il me disait, bon, est-ce que c'est ma place, là c'est autre chose, disait-il, mais j'en partirais bien. Et il ajoutait, par contre, les IMOCA, alors non merci, c'est beaucoup trop dur, c'est beaucoup trop violent, c'est beaucoup trop physique. Alors, est-ce qu'il faut forcément se dire que c'est la catégorie qui serait le plus vite qui est la plus fascinante? Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et je pense que ces bateaux sont un peu trop partis vers des machines. Et j'ai l'impression que l'aventure est plus chez les IMOCA que sur les Ultimes, où il y a une espèce de course en avant, de trucs sans limite. Et ça me fascine beaucoup moins qu'avant. Et donc, je suis plus IMOCA en ce moment. Et pour compléter ce que vous dites, on voit également que la classe 40 se développe énormément avec pas mal de nouveaux bateaux qui se construisent, une catégorie plus abordable. On est moins dans la course à l'armement, quoique on essaie toujours d'avoir le bateau le plus performant. Est-ce que c'est une catégorie qui, pour vous, est amenée à prendre encore plus d'ampleur? Ouais, parce que c'est formidable, parce que c'est une catégorie 2, en fait. Bon, je voyais les nouveaux Léo 440, qui maintenant valent pratiquement 1 million, ou 800 000 euros, ça commence à être très cher. Et on voit vraiment que c'est des petits frères des IMOCA. Et d'autant qu'en ce moment, arriver à générer un projet IMOCA gagnant, c'est toujours plus difficile. La marque est très très haute. Et je trouve que cette espèce de deuxième catégorie, si ce n'est pas le terme
Thermidouane, mais cette deuxième catégorie est idéale. Elle est même en train de dépasser le Figaro en ce moment. Et pour en avoir fait un petit peu le CAC 40, waouh, c'est des super belles petites machines, quoi. En fait, ce serait comme des Formule 2, quoi. C'est une sorte de formule de promotion. Et je trouve que c'est super bien fait. Il faut qu'ils fassent gaffe aussi à pas trop monter dans les coûts, quoi. Parce qu'on sent là que là, c'est parti un peu en vrille, quoi. Ça commence à partir un petit peu en vrille. C'est plus il y a de courses, plus il y a de sponsors, plus il y a de visibilité, plus on va être devant. Et puis, on peut partir dans une course à l'armement un peu compliquée. Sur la course, est-ce que vous avez des bateaux que vous suivez plus particulièrement? Peut-être des skippers que vous avez rencontrés ou avec lesquels vous avez plus d'affinités? Ah, mais moi, j'ai pas le droit d'avoir des affinités avec les skippers, professionnellement parlant. J'ai essayé. Donc j'ai pas d'affinité, mais je vais vous faire une autre réponse. Très franchement, sur le... Et là, je ne parle plus en tant que journaliste, je parle en tant que moi-même. Sur le dernier Vendée Globe, franchement, ça m'était presque égal de savoir que si c'était un tel ou un tel qui gagnait. Parce que je vais vous dire, quasiment tous, ils me plaisent, quoi. Ils ont un truc à raconter, ils incarnent des choses très très différentes, ils pensent différemment. Et franchement, moi je prenais le vainqueur qui arrivait, quoi. Personne, voilà, ça fait un peu politique de dire ça, mais c'est vraiment ce que je ressens, quoi. La plupart, ils me vont bien, quoi. Mais cela dit, c'est quelque chose qu'on ressent chez beaucoup. On n'est pas dans un monde, de ce que je peux constater, moi qui découvre le monde de la voile depuis une petite année maintenant, on n'est pas avec des supporters absolus de tel ou tel skipper, on est plus admiratif des performances que chacun peut réaliser, et je trouve que ça conclut très bien, c'est l'exploit, l'aventure qui est fondamentale. Merci beaucoup de m'avoir accordé cet entretien, je vous souhaite bonne chance pour vos courses. Le prochain reportage sur lequel on pourrait vous retrouver sur l'équipe? Le prochain, là aujourd'hui par exemple dans l'équipe, j'ai écrit un sujet sur la première victime des attentats du 13 novembre, qui était un monsieur, un Portugais au Stade de France, il s'appelait Manu Diaz, et il était venu apporter des gens qui regardaient un match de foot au Stade de France, et le pauvre, c'était la première victime des attentats, il est mort sur le parvis du Stade de France. Ça, c'est le reportage que je suis en train que j'ai fini ce matin, mais qui est encore très présent, qui m'a beaucoup marqué, voilà. Oui, forcément, un reportage que je vous invite à retrouver sur la version numérique du journal L'Équipe, et puis au passage, vous pourrez lire les autres reportages avec une tonalité un peu plus joyeuse que celle-ci, voilà, qui nous rappelle la triste actualité d'il y a quelques années. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Encore une fois, un grand merci à Stéphane Lermite de m'avoir accordé cet entretien. J'espère, comme moi, qu'il vous aura passionné. N'hésitez pas à me le dire, à réagir à ce qui a été dit dans les commentaires. Moi, je vous dis au revoir et à bientôt. Bon vent.